Ce livre, c'est une torture, une plongée fiévreuse dans l'esprit d'un assassin. Ça m'a laissé complètement secoué. Ah oui. On explore aujourd'hui Crime et châtiment de Fiodor Dostoïevski. C'est une analyse, mais vraiment au scalpel de la psychologie d'un meurtre et de la culpabilité. Hallucinant. C'est le mot. On suit donc Rodion Raskolnikov, un ancien étudiant complètement fauché qui vit dans un taudis sordide à Saint-Pétersbourg. Et on ne commence pas au début de l'histoire, non. On est déjà avec lui, le cœur qui bat la chamade alors qu'il monte l'escalier, une hache dissimulée sous son manteau. C'est là tout le paradoxe du personnage. C'est un homme qui se prend pour un dieu, tu vois, un Napoléon, mais qui est tourmenté par son crime comme le dernier des mortels. Oui, Il veut commettre un acte qui, selon lui, le place au-dessus de l'humanité, mais en fait, cet acte le détruit de l'intérieur. c'est à peine croyable, n'est-ce pas? Du coup, la vraie question, ce n'est pas de savoir si la police va l'attraper, c'est de savoir si son aime à lui va survivre à ce qu'il a fait. Alors, rentrons-y. Raskolnikov ne tue pas simplement pour voler l'argent d'une vieille usurière. Non, c'est bien plus tordu que ça, c'est plus intellectuel. Il a une théorie, une véritable philosophie qu'il veut mettre à l'épreuve. Absolument. Et pour comprendre ces théories, il faut voir le contexte. On est à Saint-Pétersbourg, milieu du 19e siècle. C'est une ville de contraste, violent, des palais somptueux juste à côté de taudis misérables. C'est vrai. Et intellectuellement, c'est une poudrière. De nouvelles idées radicales arrivent d'Europe, le nihilisme par exemple. Et ça secoue toute la jeunesse russe. L'idée en gros que les anciennes valeurs, la religion, la morale, tout ça, ça ne vaut plus rien. Et Raskolnikov y baigne là-dedans. Il est pauvre, il a dû arrêter ses études, il se sent humilié, rabaissé. Et l'atmosphère de la ville est littéralement suffocante. Dostoïevski insiste là-dessus, tu vois. La chaleur moite de l'été, les rues surpeuplées, l'odeur d'alcool. C'est comme si la ville elle-même était un personnage qui l'étouffait, qui le poussait au crime. C'est le décor parfait pour que son idée naisse. Dans un article qu'il a écrit, il divise l'humanité en deux. D'un côté, les hommes ordinaires. C'est la masse, le troupeau, qui doit obéir aux lois. Le matériau humain, comme il dit, c'est d'un mépris. Total. Exactement. Et de l'autre côté, il y a les hommes extraordinaires, les législateurs, les génies, les conquérants. Un Napoléon, quoi. Eux, d'après Raskolnikov, ils ont le droit et même le devoir de transgresser la loi, de verser le sang si c'est pour un but plus élevé. Et bien sûr, lui, Rodion Raskolnikov, il est persuadé de faire partie de cette seconde catégorie. Il veut se le prouver. Et pour ça, il lui faut un test, un acte de transgression ultime, le meurtre. Et sa victime est choisie avec soin, enfin, c'est ce qu'il croit. Une vieille prêteuse sur gage, Aliona Ivanovna. Il la voit comme un poux, un parasite qui suce le sang des pauvres. La tuer, dans son esprit, c'est presque un acte de justice sociale. Avec son argent, il se dit qu'il pourra accomplir de grandes choses, aider sa famille. Sur le papier, la justification intellectuelle est parfaite. Ça se tient. Mais c'est là qu'on passe de la théorie à la réalité. Et la réalité, elle est sordide. Le gouffre entre les deux est abyssal. C'est tout le génie de Dostoïevski. Il nous montre la différence entre l'idée abstraite du meurtre, et l'acte physique, sanglant, chaotique. Parlons-en de cette scène du meurtre. Elle est d'une précision insoutenable. On est dans sa tête, on ressent sa peur, son hésitation, on entend le grincement de la porte, on voit les petits yeux méfiants de la vieille femme. Dostoïevski nous met à sa place, on sent presque le poids de la hache. Et ce qui devait être un grand acte philosophique, presque mathématique, tourne au fiasco. Mais un fiasco grotesque. Rien ne se passe comme prévu. Il frappe avec le revers de la hache. Ce n'est pas propre, ce n'est pas glorieux, c'est brutal, maladroit. Et le pire est à venir. Alors qu'il cherche l'argent, la porte s'ouvre. Et c'est la demi-sœur de l'usurière, la douce et innocente Lisaveta. Elle rentre au pire moment imaginable. Et là, toute la théorie s'effondre. Lisaveta n'est pas un poux. C'est une victime, une de celles qu'il prétendait vouloir sauver. Mais il est piégé. Elle le regarde, pétrifiée de terreur. Et pour ne pas laisser de témoins, il est obligé de la tuer aussi. Un deuxième meurtre, non prémédité, totalement injustifiable. Cet acte anéantit toute sa construction morale. Il n'est plus un Napoléon, il est juste un boucher. Il panique, il vole quelques babioles à la hâte, il s'enfuit de justesse. Son grand plan, un échec total. Il va cacher le butin sous une pierre sans même avoir le courage de le compter. Son test,
est un échec cuisant. Il n'a pas prouvé qu'il était extraordinaire. Il a juste prouvé qu'il était capable de tuer sauvagement 2 femmes. Et c'est à ce moment-là que le vrai châtiment commence. Pas celui de la loi, celui de sa propre conscience. Exactement, le roman bascule. L'enquête policière, elle est presque secondaire. Ce qui compte, c'est l'enfer qui s'ouvre dans son esprit. Il tombe malade, une fièvre délirante qui dure des jours. C'est le début de la torture. Le crime ne l'a pas élevé au-dessus des autres. Il l'a coupé d'eux. C'est la conséquence la plus terrible. Il ne supporte plus personne. Son meilleur ami, Razumikin, vient s'occuper de lui, mais Raskolnikov le traite avec une froideur. C'est insupportable pour lui d'être avec quelqu'un d'innocent. Et c'est pire quand sa mère et sa sœur, Dounia, arrivent. Elles viennent pour lui, pleines d'amour. Mais leur affection, c'est un supplice. Il ne peut plus les regarder dans les yeux. Il se sent souillé. Le secret l'isole radicalement. Chaque regard, chaque mot, c'est une accusation. La paranoïa s'installe. Et cette torture, elle se manifeste par des cauchemars. Des cauchemars terrifiants. Il y en a un en particulier qui est central dans le livre. Un souvenir d'enfance. Ah oui, le rêve du cheval. C'est une scène d'une violence inouïe. Il se revoit enfant. Il passe devant une taverne avec son père et il y a des paysans ivres. L'un d'eux, Mikolka, veut faire monter tout le monde dans sa charrette qui est tirée par une petite jument toute maigre, épuisée. L'animal ne bouge pas, alors Mikolka se met à la battre à mort avec un gourdin, puis une barre de fer, jusqu'à ce que le crâne de l'animal éclate. Et l'enfant, Raskolnikov, dans le rêve, est horrifié. Il pleure, il essaie d'arrêter les hommes, il embrasse la tête ensanglantée de la pauvre bête. C'est une scène de compassion pure face à une brutalité insensée. Et en se réveillant de ce cauchemar, il a une prise de conscience foudroyante. Il réalise qu'il est devenu Mikolka. Il est devenu l'un de ces monstres qui tuent sans raison. Son crime, ce n'était pas un acte de justice supérieure, c'était la même violence, absurde et cruelle. Ça le dévaste. C'est l'effondrement total de son idéologie. Mais pendant qu'il est dans cet enfer, l'enquête à l'avance. Et elle est menée par un personnage fascinant, le juge d'instruction, Porfir Petrovitch. Oui, alors on est loin du détective classique. Porfir n'a aucune preuve matérielle contre Raskolnikov. Zéro. Mais il a autre chose, une intuition psychologique redoutable. Et surtout, il a lu l'article de Raskolnikov. Et il a tout compris. Il a fait le lien entre la théorie et le crime. Leur confrontation, c'est le cœur du roman policier. Mais ce sont des duels purement intellectuels. Un jeu du chat et de la souris angoissant. Totalement. Porphyre ne l'accuse jamais directement. Sa méthode est beaucoup plus subtile. Il tourne autour du pot, il plaisante, il change de sujet. Et puis il revient à la charge avec une petite question, en apparence anodine, mais qui est un piège mortel. Il le pousse à se trahir lui-même. Il joue avec sa paranoïa, c'est ça? À un moment, il lui demande, comme ça, s'il a vu des peintres dans l'appartement voisin de la vieille. Raskolnikov panique, il se demande comment Porphyre sait ça, alors qu'en fait, c'est juste un test. Il veut voir sa réaction. Une autre de ses tactiques, c'est de lui faire croire qu'il a un autre suspect, qui s'est même accusé. Et il observe Raskolnikov. Est-il soulagé, troublé qu'un innocent puisse payer à sa place? Il est convaincu que la psychologie d'un criminel de ce genre le poussera à se trahir. Il lui dit même « Vous ne vous enfuirez pas. Vous tournerez en rond autour de moi, comme un papillon autour d'une bougie. » C'est terrifiant. Il lui laisse une seule porte de sortie. L'aveu, accepter la souffrance pour se racheter. Mais l'orgueil de Raskolnikov est immense. Avouer, ce serait admettre qu'il n'est qu'un criminel ordinaire. Et c'est là qu'intervient le personnage qui va lui montrer une autre voie. Pas celle de l'intellect, celle de la foi. Sonia Marmeladov. Une rencontre improbable. Au milieu de ce tourment, il est attiré par cette jeune fille, la fille d'un alcoolique. Et pour nourrir sa famille, Sonia, elle a été contrainte de se prostituer. Elle est son miroir inversé. C'est capital. Elle aussi, elle a transgressé une loi de la société. Mais la raison est radicalement opposée. Raskolnikov a transgressé par orgueil pour se prouver sa supériorité. Sonia, elle, a transgressé par sacrifice, par amour et par humilité pour sauver les siens. C'est le pôle spirituel du roman. Malgré sa condition, elle a une foi chrétienne inébranlable. Elle incarne la possibilité de la rédemption par la souffrance. Et il sent qu'elle est la seule personne au monde qui pourrait peut-être comprendre. La seule à qui il peut avouer. Et la scène de l'aveu est un chef-d'œuvre de tension. Il va la voir dans sa chambre misérable. Il tourne autour du pot.
Il est physiquement incapable de dire « j'ai tué ». C'est elle qui devine. Dans un silence terrifiant, elle comprend tout. Et sa première réaction, ce n'est pas le dégoût ou la peur. C'est une immense pitié pour lui, pour sa souffrance. Elle ne le juge pas, elle pleure avec lui. C'est le premier pas. Mais le chemin est encore incroyablement long. Il a avoué, oui, mais il ne regrette pas vraiment son acte. Il regrette son échec. Il dit encore à Sonia qu'il n'a tué qu'un principe. L'orgueil est toujours là. Il a donc avoué à Sonia. Et elle lui montre la voie, la seule qu'elle connaisse. Elle lui dit qu'il doit se dénoncer publiquement, aller sur une place, s'agenouiller, embrasser la terre qu'il a souillée et avouer son crime pour accepter le châtiment. C'est la seule condition pour expier et peut-être, un jour, renaître. Et la question est posée. Cet homme qui se voyait en Napoléon, peut-il s'abaisser à ce point? Peut-il accepter l'humiliation publique, la prison en Sibérie? Autrement dit, peut-il accepter de n'être qu'un homme ordinaire, un pêcheur comme les autres? Sandilam est immense. Mais ce n'est pas tout. Une autre menace plane sur lui, bien plus concrète. Un personnage sombre, ambigu, Svidrigaïlov, qui convoite la sœur de Raskolnikov. Et ce Svidrigaïlov, un plus grand des hasards, était dans la chambre voisine de celle de Sonia. Il a tout entendu. Tout. Il connaît le terrible secret. Et c'est un homme sans aucune morale. Il ne croit en rien. Il détient maintenant le destin de Raskolnikov entre ses mains. Que va-t-il faire de ce pouvoir? L'étau se resserre. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.